Super, je pense que tout le monde est arrivé dans la salle principale. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce quatrième panel intersectoriel de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous cet après-midi. Alors, avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, qui est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Et je vous invite aussi à aller visiter le lien que je mets dans le clavardage. On souhaite aussi remercier nos commanditaires et les organisations partenaires qui permettent, en fait, que cette quatrième édition des Dialogues pour le climat ait lieu. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Cette année, c'est donc la CDP 29 ou COP29 en anglais, qui se déroule à Bakou depuis le 11 novembre. Et les dialogues offrent une plateforme très propice aux échanges et à l'apprentissage. euh, qui ont des liens, pardon, avec les enjeux environnementaux au Québec et au Canada, ainsi que les conférences des parties en général. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques, en plus de mobiliser la société civile autour des CDP. Et pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre des dialogues, je vais mettre tout à l'heure dans le clavardage le lien vers le site web des dialogues pour que vous puissiez voir la programmation. On a une autre semaine complète là, d'événements gratuits, donc je vous invite à aller les voir et à vous inscrire si ça vous intéresse. Et finalement, pour cet événement, il est à noter là, que c'est un événement qui est enregistré, simplement pour permettre aux personnes qui ne puissent pas regarder l'événement en ce moment de le regarder par rattrapage. Donc, il va être publié là, très prochainement sur la chaîne YouTube de Projet Réalité Climatique Canada. Et à la fin, on vous garde une période de questions. Donc, on vous invite à mettre vos questions soit dans le clavardage à travers le panel, soit dans la petite boîte Q&A que vous avez en bas de votre écran sur Zoom pour pouvoir répondre aux questions avec nos experts et expertes qui sont là pour vous aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter votre animatrice, Ariane Baudin, qui est fondatrice de Fleurs d'Attache. Donc, bonjour Ariane et bienvenue. Bonjour Agathe, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour ce panel. Merci aux gens là, qui sont là pour nous écouter, échanger sur l'économie des soins et comment les services publics là, peuvent être une solution au changement climatique. Je vais prendre un petit 5 minutes un peu pour déposer la table et aussi présenter mon organisation puisqu'on s'inscrit également dans l'économie des soins. Je vais commencer en fait par cette petite présentation-là. C'est ça, comme Agathe a dit, je suis la fondatrice de Fleurs d'Attache. On est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2023 et dont la mission est en fait d'adresser la perte de repères entraînée par l'éco-anxiété et plus globalement par la crise climatique. Qu'est-ce qu'on entend exactement par perte de repères dans ce contexte-ci? Ça peut être plusieurs choses, notamment la perte de confiance envers l'avenir, mais aussi la remise en question de plusieurs impératifs du statu quo, comme par exemple la routine métro-boulot-dodo en contexte d'urgence climatique, ou même l'idée de trajectoire de vie modèle où il faut avoir un diplôme, faire carrière, bâtir une famille. Pour plusieurs, ça fait pas beaucoup de sens continuer dans le business as usual, dans le contexte où l'apocalypse est à nos portes, si on peut dire ça comme ça. Puis bon, c'est pas nécessairement une mauvaise chose de vouloir se détacher de ces repères-là, d'être en perte de repères quand on réussit au fur et à mesure à s'en construire des nouveaux. On a par exemple des exemples comme ça là, au Québec, par exemple le collectif Le Temps de Militer, qui a été formé en 2022, où c'était justement plusieurs jeunes adultes qui se sont mis ensemble pour livrer des témoignages et expliquer pourquoi eux et elles stoppaient leurs études pour privilégier leur militantisme à temps plein. Nous, c'est ça, avec Fleurs d'Attache, on a une approche assez holistique. On travaille surtout à aider les gens à créer des nouveaux repères, à créer du sens autour des crises qu'on traverse actuellement, notamment pour se noter de nouveaux narratifs qui facilitent le passage à l'action. On s'inscrit aussi dans l'économie des soins parce que pour nous, ben, la crise climatique, c'est aussi une crise de la santé mentale, voire de la santé spirituelle. On pense que c'est vraiment important de se permettre de prendre le temps d'arrêt pour se poser des grandes questions sur notre avenir en tant qu'individu, en tant que communauté, mais aussi en tant que société. C'est ça, au cœur de notre démarche, on a vraiment la santé émotionnelle des gens, mais aussi le développement de l'intelligence émotionnelle pour réussir à faire face à la complexité de la situation qu'on vit présentement et aussi de tous les deuils
qu'on a à faire en ces temps troubles. Donc ça, c'est une des manières dont le soin peut s'inscrire dans la crise climatique, dans la lutte au changement climatique. Donc c'est notre approche à nous qui est plus communautaire, plus grassroots. Dans le contexte de ce panel, on va parler plus un peu de l'approche secteur public et changement systémique. Mais avant de juste passer la parole à nos experts-expertes, j'ai envie de juste déposer un peu plus d'informations sur l'économie des soins. Je ne vais pas nécessairement vous livrer une grande définition de ce qu'est l'économie des soins, mais juste quand même mentionner les différentes formes de travail que ça peut englober. Donc, ben, le plus évident, ben, selon moi, c'est le travail domestique. Donc, l'économie des soins, ça inclut ça, tout ce qui est ménage, cuisine, prendre soin des enfants, etc. On a également du travail de soins qui est plus institutionnalisé, par exemple, tout ce qui est le secteur de la santé tel qu'on le connaît, aussi tout ce qui est médecine, aussi alternative, mais il y a aussi beaucoup de travail de soins qui est donné en fait par le milieu de l'éducation. Ensuite, il y en a peut-être un qui est un peu moins évident, mais tout ce qui est prendre soin de l'environnement. L'air de rien, on prend soin de nos milieux de vie et de nos écosystèmes. Donc, on pense à la corvée de nettoyage dans un quartier, à la protection des milieux naturels. Ça aussi, ça fait partie du prendre soin. Donc, toutes ces formes de soins-là que j'ai nommées sont amenées à prendre de l'ampleur ou à être transformées par les changements climatiques. Puis c'est un peu ce qu'on va couvrir là, dans le cadre du panel aujourd'hui. Puis ça, pour éviter de la redite avec la conversation là, à venir, moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Puis vous présenter ça rapidement nos panélistes. Puis ensuite, ils et elles pourront se présenter plus en profondeur et parler de leur organisation. Donc, j'y vais comme ça. Donc, un de nos premiers panélistes, c'est donc Cyril Frazao. Il est directeur santé et climat à l'Association pour la santé publique du Québec. On a également Myrna Karamananoukian, qui est conseillère sociopolitique à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. On a ensuite Patricia Clermont, qui est porte-parole de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Et enfin, on a également Julie McClatchy, analyse politique chez Oxfam Québec. Voilà, je vais me taire un instant pour permettre un premier tour de table. Je vous invite chacune donc, à nous parler de votre organisation et de son travail et aussi comment vous vivez l'économie des soins dans votre milieu. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est prêt à briser la glace. Si oui, je vous invite à prendre parole, sinon je vais choisir pour vous. Ben, déjà, je peux me lancer. Nous, l'ACME, on est une organisation de plaidoyer dans laquelle les médecins et les professionnels de la santé au Québec s'impliquent pour la santé planétaire en lien avec l'équité et la justice, compte tenu que les changements climatiques constituent une menace à la santé, mais aussi des amplificateurs et des aggravateurs des risques existants, et non seulement pour la santé humaine et environnementale, mais aussi pour le système de santé et l'augmentation des coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter. Par ailleurs, en lien avec l'économie des soins, en fait, c'est quelque chose qu'on creuse de plus en plus, notamment à l'ACME québécoise, mais à l'ACME canadienne. Il y a d'ailleurs une directrice qui commence à creuser davantage ce filon. Compte tenu que souvent les femmes, on le sait, présentent plus de facteurs de vulnérabilité avec tout le travail invisible qu'elles font, en fait, comme tu viens d'en parler, et que ça a des répercussions sur le système de santé, compte tenu justement que ça retombe sur les travailleurs et les travailleuses de santé qui sont en fait en majorité des femmes. Et au niveau des médecins de famille, par exemple, 70% d'entre elles environ sont des femmes. Alors, compte tenu que le travail du soin n'a pas de valeur monétaire fixe, que ça repose sur du travail invisible, c'est aussi quelque chose qu'on a constamment en tête, sans oublier, en fait, non seulement la santé physiologique, avec tous les problèmes qu'on peut imaginer, respiratoires, cardiaques et autres, mais aussi au niveau de la santé mentale. D'ailleurs, ça aussi, ça a des implications pour le coût de le système de santé, en fait, alors que des fois, les professionnels de la santé, les médecins en peuvent plus et eux-mêmes, en fait, à un moment donné, la couverture des soins, puis notamment même pour les populations les plus vulnérables, ne sont pas possibles parce qu'il faut savoir que les travailleurs de la santé, souvent, ben, ils habitent et ils travaillent dans un endroit avec leur famille, puis à un moment donné, la dissonance cognitive, puis les risques pour leur famille, ça peut devenir intolérable et ça peut de toute façon mener à l'épuisement. Fait que voilà ce que je dirais pour le moment. Je peux suivre, je peux me lancer. Oui.
Bonjour, moi je suis Julie, je suis avec Oxfam Québec, qui est une organisation de solidarité internationale qui fait partie d'un mouvement global de lutte contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté. Chez Oxfam Québec, on agit vraiment au nexus entre la justice de genre, la justice climatique et la justice économique en mobilisant des solutions qui sont locales et internationales. Puis notre travail là, va vraiment de notre travail au niveau international, donc tout ce qui est programme, projet et intervention humanitaire, jusqu'à l'élaboration de stratégies plaidoyer ici au Québec et dans le reste du Canada, notamment entre autres là, dans les forums comme la COP aujourd'hui. Puis pour nous, ben, l'économie des soins, c'est une priorité parce qu'elle est vraiment au cœur des injustices qui sont systémiques, qui touchent particulièrement les femmes et les personnes les plus vulnérables, mais qui est également au cœur des solutions pour une transition juste. Selon nos données, bon, ça a été mentionné, la place que les femmes jouent dans cette économie-là, mais bon, au niveau mondial, elles effectuent près de 75% du travail de soins, qu'il soit rémunéré ou non. Ça, c'est environ en moyenne 12,5 milliards d'heures de travail de soins qui est non rémunéré d'ailleurs. Puis c'est une contribution qui, en fonction des calculs d'Oxfam International, représenterait jusqu'à près de 11 000 milliards de dollars chaque année, soit à peu près 3 fois là, la valeur de l'industrie technologique au niveau mondial. Fait que ça vous donne une idée de la place économique que prend ce secteur ou que ne prend pas ce secteur. Puis chez Oxfam Québec, ben, on vit l'économie des soins d'abord à travers un plaidoyer massif pour les investissements dans le secteur public, hein, dans les secteurs de soins, parce que d'abord, ce sont là où se trouvent, au niveau local, national, on retrouve nos travailleuses et nos travailleurs de soins principalement, mais également parce que ce sont des services qui permettent d'alléger la charge des soins non rémunérés. On parlait tantôt du travail domestique, des soins de santé, de la proche aidance aussi, hein, quand on prend soin d'enfants, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées. Donc, ces services publics-là permettent de venir alléger la charge sur les épaules principalement des femmes. On travaille aussi à la promotion des métiers de soins comme des emplois qui sont verts et durables. Donc, des métiers d'abord qui sont ancrés localement. On ne peut pas délocaliser le travail de soins. Donc, ce sont des solutions et des emplois qui sont locaux. Des emplois qui sont peu dépendants aussi du secteur fossile, donc à faible empreinte carbone, et finalement des emplois qui sont essentiels pour renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Et quand on parle de communauté, on ne parle pas seulement ici, on a vraiment une perspective qui est internationale, globale. Donc, on parle des communautés les plus affectées par les changements climatiques et qui ont le moins contribué à ces changements climatiques-là. Finalement, ben, on parle aussi de l'intégration des infrastructures de soins là, dans la finance climatique, en plaidant pour que les financements internationaux soutiennent la résilience des communautés par les soins accessibles et adaptés à tous. Donc, voilà. Je peux prendre la balle au Merci. bon. Que dire après mes collègues Patricia et Julie? Je pense qu'elles ont déjà tout dit et je pense on partage à peu près une même vision. Pour ma part, donc, l'Association de santé publique du Québec est une organisation qui existe déjà un peu plus de 80 ans déjà. Donc, ce qui a fait de sa mission, c'est de faire de la santé durable par la prévention une priorité. Donc, on touche sur plusieurs les enjeux qui touchent autant la santé mentale, les substances psychoactives, les saines habitudes de vie. Et bien sûr, moi, je suis un peu plus ici avec mon regard sur les aspects santé et climat. Notre vision par rapport à celle de l'économie, duquel je dirais, autre que tout ce que vient de dire Patricia et Julie, on est entièrement d'accord, ça va être notre effort national, je dirais, pour que le gouvernement se dote d'un plan de santé 2.0 qui mise davantage sur la prévention et la réduction de la maladie pour améliorer donc, la santé globale de la population. Donc, on a même à travers ce plan 2.0 mis en place une coalition qui permet justement à travers ce plan-là d'émettre des recommandations pour investir massivement justement dans la réduction de la maladie, mais au niveau prévention notamment. Et bien entendu, lorsqu'on parle de prévention, on parle aussi d'adaptation au changement climatique, qui fait partie nécessairement d'une vision qui promue justement l'économie des soins. Là-dedans, dans les recommandations, majoritairement, c'est que le gouvernement puisse se doter d'un tableau de bord, justement, qui soit concret, qui ait des indicateurs clairs en termes de réduction de la maladie et qui fasse la promotion aussi des intervenants qui travaillent dans la prévention et donc aussi dans l'économie de soins. Finalement,
pareil, on sait qu'avoir des systèmes de soins qui soient financés contribue à des sociétés qui soient plus équitables, plus stables et qui facilitent aussi la coopération nécessaire pour des actions climatiques ambitieuses. On le voit en ce moment avec la COP, hein, avec toutes les déclarations qu'il y a sur santé et climat, avec les différents professionnels de la santé qui se mobilisent depuis les 2, 3 dernières années. Avoir des actions climat ambitieuses, ça demande une forte coopération et un investissement, bien entendu, qui permet, entre autres, de lutter contre aussi les inégalités de genre et sociales, qui est au cœur de l'économie du Caire et qui est crucial pour l'action climatique. Bon, je pense qu'il ne reste que moi, mais c'est ça en fait. Je vais essayer de ne pas répéter un peu ce que mes collègues ont dit parce qu'on partage un peu les mêmes, je pense. Donc moi, en fait, je viens d'une organisation syndicale, la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui représente environ 80 000 membres qui œuvrent dans les établissements de santé à travers la province, donc des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques. La particularité qu'on a, c'est que 90% de nos membres sont des femmes. Donc, pour nous, l'enjeu de valorisation du travail est très, très, très important. Surtout que la plupart de nos membres vont aussi faire beaucoup d'heures supplémentaires, qu'elles soient de façon volontaire ou obligatoire. Et une préoccupation que nous avons, c'est qu'avec les changements climatiques qui continuent à devenir de plus en plus importants, ben, l'impact sur le réseau de la santé, ça va de soi, ça va aller en agrandissant. Donc, la surcharge de travail de nos membres va en être affectée, excusez-moi. Donc, c'est une préoccupation que nous avons. Euh, une autre préoccupation que nous avons également, c'est que même si on habite ici dans le nord global, pays développés, etc., ben, les infrastructures ne sont pas nécessairement prêtes à absorber, disons, l'impact des changements climatiques. Et ça aussi, ça peut avoir un effet sur la condition de travail de nos membres. D'ailleurs, en fait, une des recommandations du groupe d'experts en adaptation au changement climatique, ça allait dans ce sens pour avoir des infrastructures adaptées pour assurer la résilience des systèmes essentiels. Donc voilà, pour le moment, je m'arrêterai là. Super, ben merci à vous tous. Là, vous avez déjà bien dressé un début de portrait. Donc, j'enchaînerai avec une question qui s'adresse plus spécifiquement à Julie. Tu l'as nommé avec Oxfam, vous travaillez sur l'intersection entre le travail de soins, la finance climatique et les changements climatiques, en plus de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de plaidoyer au Québec, au Canada et à l'international. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la forme que prend cet engagement? Oui, tout à fait. Ben, comme vous l'avez mentionné, notre travail à cette intersection-là se fait d'abord dans une perspective qui est du local, et quand je dis local, je parle du Québec, là, du local national Canada, jusqu'au global. On a vraiment une perspective qui est constamment co-construite avec nos partenaires, avec nos bureaux affiliés, avec Oxfam Canada. Donc, on travaille constamment en co-construction et de cette façon-là, ben, on a un meilleur portrait, là, si on veut, de l'économie des soins, qui n'est pas une économie seulement qui manque de valorisation au Québec, mais qui est une économie qui se performe dans tous les pays du monde et qui est sous-valorisée dans la majorité des recoins de notre planète. Donc, on a aussi des stratégies, bien évidemment, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui vont allier justice de genre, qui est toujours notre ligne directrice en matière d'économie des soins, mais aussi climat et économie. En matière de finances climatiques et de changement climatique, ben c'est certain que d'abord, on travaille beaucoup à l'inclusion de l'économie des soins dans les politiques climatiques parce que ce n'est pas un nexus qui est naturellement fait dans nos grandes instances internationales. Je pense qu'on travaille encore à développer ce narratif-là. Donc, il y a plusieurs plaidoyers à porter. Donc, par exemple, on l'a mentionné un petit peu brièvement, là, mais de faire un plaidoyer pour des infrastructures qui sont résilientes. On mentionnait
que nos infrastructures, que ce soit au Québec, mais c'est encore plus vrai partout sur la planète, ne sont pas prêtes à absorber les impacts des chocs, les impacts et les chocs des changements climatiques. Donc, de faire un plaidoyer pour des infrastructures qui sont résilientes, d'encourager les solutions aussi qui sont locales, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, là, ce ne sont pas des emplois qu'on peut délocaliser. Donc, de venir soutenir que ce soit les individus, les infrastructures sociales et les infrastructures physiques au niveau local. Puis, on a même là, une orientation à inclure les soins, par exemple, parce que là, je nous remets dans le contexte de la COP un petit peu, mais dans les contributions déterminées au niveau national des pays sous l'accord de Paris. Hein. Donc, ces contributions-là qui sont un petit peu les engagements que les pays ont pris pour respecter les émissions, pour respecter le 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc, pourquoi ne pas inclure des mesures de financement des secteurs des soins dans ces contributions nationales déterminées-là, puisqu'on a mentionné un petit peu plus tôt que ce sont des emplois qui sont verts et qui ne sont pas dépendants des énergies fossiles. Puis finalement, on a aussi un plaidoyer pour assurer la mise en œuvre d'une analyse des enjeux climatiques qui est fondée sur le genre. Comment on travaille aussi à comment on finance cette économie des soins-là, hein, parce qu'on se fait souvent dire oh, vous voulez plus d'investissement, mais on n'a pas l'argent et tout. Ben, chez Oxfam, on allie solutions climatiques à solutions économiques. Donc, on expliquait en 2023 que 1% des plus riches sur la planète ont généré 2 fois plus d'émissions que les 50% les plus pauvres. Donc, nous, on milite pour une taxation d'abord des ultra-riches et des industries polluantes. On parle d'une taxe mondiale sur les milliardaires à la hauteur de 2% qui pourrait générer jusqu'à 250 milliards de dollars par année, ce qui serait suffisant pour financer des systèmes de soins qui seraient accessibles partout sur la planète. On parle aussi une fois qu'on a ces fonds-là, une fois qu'on les a amassés, il faut des plans de redistribution, il faut diriger ces fonds climatiques-là à la fois vers nos services publics, mais aussi vers les soins. Donc actuellement, on a seulement 3% du financement climatique mondial qui est dédié à l'adaptation, donc d'assurer d'avoir un plan de redirection des fonds. Puis, bien évidemment, nous, on fait aussi un travail de mobilisation du local à l'international. Donc, comme on vous parlait, le plaidoyer au Québec, au Canada, on le fait en collaboration avec des partenaires. Puis, au niveau international, la chose pour laquelle on plaide, là, si je peux dire de façon accrue, c'est l'importance d'élargir les cercles dans lesquels on parle de l'économie des soins. Parce qu'on vient souvent isoler l'économie des soins comme une question de justice de genre ou une question... Là, on commence à faire l'alliage question climatique, question justice de genre, mais pourquoi pas, par exemple, en parler dans le sommet du G20 qui s'en vient. Il y a eu le lancement ou l'annonce du lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté au sommet. Pourquoi ne pas amener l'économie des soins comme une solution résiliente à ces enjeux-là? Donc, Oxfam, à la fois Québec et les autres bureaux affiliés, on travaille concrètement à élargir les cercles dans lesquels on parle d'économie des soins, puis d'assurer une collaboration, un travail de coalition entre les différents acteurs. Donc, notre engagement vise vraiment là, à soutenir l'économie des soins comme un levier qui est central pour la transition juste, la transition inclusive, et on souhaite offrir des mesures qui sont concrètes et des mesures surtout qui sont financées par la justice fiscale. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julie. Puis oui, ce que tu dis sur élargir les cercles, c'est tellement pertinent parce que à la fin de la journée, sans l'économie des soins, la société s'écroulerait aussi. Fait que nécessairement, ça va un peu partout, l'économie des soins, même si on a besoin de... Exactement. Je pense que c'est une économie qui est centrale au bien-être collectif, mais qui n'est pas centrale à notre vision de ce que l'économie devrait être. Tu sais, on est vraiment axé sur des secteurs qui sont extractivistes, des secteurs de technologie, alors qu'on ne focus pas sur ce qui fait vivre notre économie, qui est l'économie des soins. Parfait. Merci beaucoup. Ma prochaine question s'adresserait en particulier à Cyril et à Patricia. Donc, vous deux, votre travail combine climat et santé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliciter les liens entre la santé et l'action climatique? Trouvez-vous aussi que ce sont des enjeux qui sont actuellement abordés en silo ou est-ce qu'il y a déjà une réelle collaboration intersectorielle à ce niveau-là? Donc, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre en premier. Je vais me lancer, puis Cyril, tu sautes dans l'arène aussi. En fait, parler de changement climatique, c'est aussi parler de nature. Puis
à l'ACME, ben justement, on est toujours en train de faire le lien entre la santé, la nature, puis c'est un travail justement, en fait, on a de la coordination maintenant depuis presque 3 ans, justement pour inscrire les enjeux de santé plus explicitement dans le monde environnemental québécois, pour pas que ça soit, tu sais, comme implicite, mais très flou. Mais ça implique justement des fois pointer les liens qu'il y a à faire. Par exemple, quand on parle d'aménagement durable du territoire, puis on parle de mobilité durable, ben ça implique par exemple la protection des espaces naturels existants. Et leur valorisation par la communauté. Souvent, d'ailleurs, c'est au cœur de plusieurs problématiques d'acceptation sociale, de plus en plus parce que, en fait, les gens se rendent de plus en plus compte, en fait, que la santé de leur environnement a des impacts sur leur propre santé. On met, comme je le disais plus tôt aussi, de l'avant les impacts économiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça engendre comme coût pour le système de santé, pour la société en général. Mais c'est toujours un défi parce que, par exemple, étant un organisme composé de bénévoles qui font partie du milieu de la santé, ben, on est confronté au silo de la santé qui est énorme. Ça, Cyril peut en témoigner, c'est un monde en soi. Le monde environnemental, c'en est un. Souvent, d'ailleurs, quand les gens arrivent à l'ACME, ils se disent, oh là là, m'engager, est-ce que ça veut dire devenir militant et radical? En fait, de plus en plus de professionnels viennent à l'ACME justement parce qu'ils veulent s'engager par rapport à des soins durables, mais qu'en fait, simplement manifester, puis dans leur milieu de pratique aussi, leur intérêt, leurs préoccupations et leurs idées et solutions, ben, c'est de l'engagement qui peut faire des différences, notamment dans les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens, les CMDP, que nous, à l'ACME, on privilégie de les transformer en éco-CMDP pour que justement ils prennent compte plus facilement des enjeux climatiques au niveau institutionnel. Puis c'est un grand travail. Alors, c'est toujours un défi parce que historiquement, il y a des silos, puis c'est comme des planètes, mais en même temps, on sait très bien que c'est des cercles concentriques qu'on doit superposer pour prendre en compte tous les aspects en même temps, et non pas, par exemple, considérer les milieux naturels comme des espaces à développer dont on regarde ensuite les dommages collatéraux sur l'environnement et la santé, ou encore traiter la santé des travailleurs et des populations comme un effet collatéral du développement économique et industriel. Ben, merci Patricia de parler de nature, hein. Moi, mon passé était plus dans le milieu environnemental, donc elle a pris un bon bout de tout ça. Je vais peut-être compléter par les enjeux peut-être plus de santé au niveau de la pollution de l'air, hein. C'est quand même un enjeu mondial, surtout lorsqu'on parle dans les COP justement, de transiter en dehors des énergies fossiles. On sait que la pollution de l'air qui est liée juste aux énergies fossiles, ça cause environ un peu plus de 4 millions de décès prématurés chaque année, là, selon l'OMS, et plus globalement 7 millions de décès lorsqu'on parle de pollution en général. Donc, toutes les particules fines qui augmentent les maladies comme l'asthme, le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires. Et donc, on voit qu'avec le réchauffement climatique, justement, il y a de plus en plus d'incendies de forêt qui sont plus fréquents, qui aggravent encore plus la qualité de l'air. Et c'est des coûts énormes pour notre système de santé, là. Donc, juste au Québec, on parle de 34 milliards de dollars en coûts socio-sanitaires chaque année. Donc, et nos normes, justement, de qualité de l'air ne suivent pas toujours ceux qui sont recommandés par l'OMS, qui sont, oui, plus stricts, mais qui permettent de s'enligner, justement, avec des données scientifiques qui nous permettent de protéger les populations au niveau de la qualité de l'air. Et au niveau action climatique, ben, réduction des émissions, ça va de pair avec une meilleure santé publique, là. Donc, de passer à des énergies renouvelables réduit la pollution atmosphérique, comme je l'ai dit, et donc qui évite les 7 millions de décès prématurés par an. Comme parlait Patricia, encourager davantage la mobilité durable par vélo, le marche, donc avoir un meilleur aménagement du territoire qui va justement diminuer les maladies qui sont liées à la sédentarité, donc diabète, maladies cardiovasculaires. Donc là, on parle beaucoup d'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'on peut avoir une nature de proximité qui soit accessible, hein? On parle des données d'avoir accès à un milieu naturel de proximité à moins de 300 mètres.
mais ce 300 mètres, souvent, il est même inaccessible par des barrières infranchissables. Donc, c'est de voir aussi au niveau sécurité, au niveau de l'aménagement, d'accessibilité à ces milieux naturels, autre que la conservation. Euh, ben, dans la conservation, ce qui est aussi intéressant, c'est que le milieu environnemental dont j'en faisais partie, et j'en fais toujours encore partie, on va faire beaucoup la promotion dans ce milieu-là de la conservation, même la conservation volontaire, justement, pour aller dans d'autres mesures de conservation. Et la santé publique pourrait avoir un regard et un leadership pour faire la promotion, justement, lorsqu'un propriétaire souhaite vendre un terrain, mais au contraire pourrait faire la promotion de la conservation volontaire, justement, pour permettre justement d'avoir cette proximité de nature-là qui soit pas automatiquement juste pour faire de l'étalement urbain ou pouvoir faire de l'aménagement qui ne soit pas en faveur de la santé. On parle aussi de comment est-ce que l'État peut être exemplaire en termes de carboneutralité. Quand on parle de pollution atmosphérique, c'est aussi, je vous rappelle que Québec et Canada se sont engagés à être carboneutres, donc pour le Québec d'ici 2040 et pour le Canada d'ici 2050. Donc au Québec, c'est les émissions auprès des établissements de santé, ça représente 3,6 % de l'ensemble des émissions de la province. Donc, à la SPQ, on a justement, l'automne dernier, émis un rapport avec Dunsky qui permet d'émettre des recommandations de justement comment est-ce qu'on peut arriver à une carboneutralité qui va nous permettre de sortir du gaz naturel, qui est donc la cause avec les énergies fossiles en termes de santé, mais comment est-ce que le système de santé peut être plus résilient aussi et faire face justement au changement climatique et toute la vulnérabilité qui va impacter justement les infrastructures de santé. Ensuite de ça, je dirais, je finirais comme ta question, Ariane, concernant si on travaille en silo. J'aurais eu tendance à dire que oui, il y a 1 an ou deux. Je trouve cependant que ça évolue. Je pense qu'il y a différents secteurs qui rejoignent le milieu environnemental qui a pas mal occupé la place et qui a pris en charge sur ses épaules depuis peut-être les cinquantaine dernières années. Là, on voit qu'il y a le milieu syndical, il y a le milieu de l'économie, de la finance, justement, et le milieu de la santé qui rejoignent ce mouvement-là. Donc, ça donne, je pense, une pause à l'essoufflement environnemental de trouver toujours des moyens de faire, d'innover en ayant un rassemblement communautaire de citoyens qui sont plus conscientisés malgré une fatigue climatique au niveau communication. Ceci étant dit, je pense qu'il y a encore mieux à faire au niveau de nos gouvernements. Par exemple, le ministère de la Santé ne prend pas assez un leadership encore et va attendre de se faire financer, par exemple, par le ministère de l'Environnement via son fonds vert. Donc, si on veut que le ministère de la Santé ait aussi un leadership en termes de santé planétaire, santé durable, il faut que lui-même, parmi ses propres fonds, puisse donner accès justement aux acteurs de la santé du milieu à des fonds qui puissent aussi faire la promotion de l'action climatique. On parle des DRSP qui travaillent depuis quelques temps justement avec les VRAC Parks et là où on donne un financement aux municipalités pour établir des plans climat. Donc, il y aurait moyen justement à mieux consolider ces deux instances régionales-là. Il y a aussi notre programme gouvernemental pour la prévention de la santé, donc la PGPS, elle a des actions interministérielles. Et concrètement, il n'y a pas assez de documentation qui permettent de cibler s'il y a réellement un succès dans cette intersectorialité qui pourrait faire la promotion de justement l'économie de soins dans chacun des ministères. Je vais peut-être m'arrêter là, je pense que bon, ça parle un peu trop. Si je peux me permettre juste de continuer justement dans la foulée, là, par exemple, quand Cyril parle de cette intersectorialité qu'on essaie d'encourager, même à l'intérieur, par exemple, des professionnels de la santé, ce qu'on voit, c'est que justement, par exemple, quand les médecins veulent transformer un CMDP en éco-CMDP, ben, des fois, c'est eux-mêmes qui ont pris conscience, par exemple, que si les systèmes de santé mondiaux étaient un pays, ça serait le 5e pays émetteur, ce qui est pas rien. Quand on voit aussi des initiatives aussi comme celle dont a parlé Cyril, mais aussi la Déclaration de Montréal pour des soins pertinents qui a été lancée cette année par Choisir avec soin et le Collège des médecins de famille du Québec, il y a
un élargissement de la conscience, mais très concret du côté des professionnels. Puis ça ne résonne pas en haut. Tu sais, on dirait qu'en fait, l'appétit est plus grand à la base, alors qu'évidemment, avec la crise du système de santé qui est perpétuelle, puis qu'on fait exister aussi justement parce qu'il n'y a pas des financements dans le ministère lui-même, ben, en fait, je pense que du côté de la SPQ, comme de l'ACME, comme de tout le monde en santé et environnement, on voudrait que le ministre ou la ministre de la Santé parle plus couramment au niveau en amont, en fait, avec celui ou celle de l'environnement. Puis c'est toujours un défi, mais je vous dirais qu'il y a comme il y a comme des élans à formaliser, puis ça fait partie du travail. Compte tenu, comme tout à l'heure, Cyril mentionnait aussi les impacts économiques, là. Par exemple, il a parlé de 34 milliards de dollars au Québec, considérant la pollution. Au Canada, en fait, c'est 146 milliards. Puis quand on regarde les enjeux au niveau non seulement de la santé, de l'environnement, mais de l'équité aussi, quand on regarde, par exemple, que justement, par exemple, il y a des ministères, il y a d'autres ministères, par exemple, nous, on interpelle ou on commente, en fait, celui de l'éducation, par exemple, qui demande aux villes de trouver des terrains pour construire de nouvelles écoles. Et souvent, en fait, c'est très près des axes autoroutiers, alors que c'est très problématique pour la santé respiratoire des élèves et puis des personnels qui vont s'en occuper. Quand on regarde aussi le débat du nouvel hôpital qui sera construit au centre-ville de Gatineau, on espère, plutôt qu'en périphérie, où est-ce que ça serait le modèle classique de l'étalement urbain avec un stationnement îlot de chaleur, alors que le construire au centre-ville, ce qui était pourtant la première solution préconisée par ce gouvernement, ben c'est aussi améliorer l'accès aux soins, c'est améliorer aussi l'accès des travailleurs de la santé à aller travailler et à ne pas les rendre, eux non plus, prisonniers de la possession d'une auto. Alors, par exemple, je regarde, il y a une navette qui existe à cause des travaux dans le tunnel Hippolyte Louis-Lafontaine entre Boucherville et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ben ça, c'est fait pour sécuriser, en fait, que les travailleurs continuent à travailler à cet endroit-là, mais en termes de mesures climatiques, ça pourrait être réfléchi avec un impact beaucoup plus structurant en termes, et puis en fait répliqué par rapport à d'autres, non pas seulement travaux routiers, mais en termes d'aménagement, de planification de l'aménagement et de la mobilité ensemble. Fait que déjà en environnement, ces deux silos-là, ça commence. Par exemple, le ministère des Transports s'appelle maintenant celui de la mobilité durable, mais je vous dirais que ce n'est pas encore accompli dans les faits parce qu'il y a des accros à la stratégie nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Alors, il y a un travail de cohérence. Puis au niveau des impacts de la pollution atmosphérique, ben déjà en 2022, l'Association canadienne avait publié une revue de littérature exhaustive, en fait, sur la pollution atmosphérique en lien avec le trafic routier. Nous, à l'ACME, on a lancé au début de l'année un cadre de référence sur l'air. Et avec ça, en fait, puis avec l'appui de 14 organisations, syndicats et autres, associations de patients notamment, ben, on plaide beaucoup, puis on travaille fort pour obtenir une stratégie nationale de l'air sain. Et ça pourrait régler des problèmes à la fois en environnement, en santé, mais également au niveau économique et au niveau industriel. Alors, c'est pour dire que souvent, on se casse la tête dans nos organisations qui manquent de moyens, mais pourtant, ce n'est pas faute. Et puis, on va continuer de montrer aussi au gouvernement qu'il y a des avantages économiques, mais économiques aussi en termes de, par exemple, de soins de santé qu'on ne devra pas prodiguer si on prend mieux soin de notre santé puis de notre environnement. Patricia et Cyril. J'enchaînerai maintenant avec une question pour Myrna. Donc, ça s'est prouvé, les changements climatiques causent une augmentation des besoins pour le travail de soins. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui travaillent au sein de l'économie du soin dans une transition environnementale juste? Ben, premièrement, en fait,
À la FIC, on s'intéresse justement aux enjeux de changement climatique et les impacts sur le réseau de la santé en tant qu'acteur de changement social. Donc, c'est une lutte que nous menons et qui vise à protéger justement les emplois, à les valoriser aussi dans un contexte de transition juste. Euh, donc, c'est, comme vous pouvez voir, en fait, c'est un enjeu, pour nous, c'est les changements climatiques sont un enjeu de santé. Et je dirais un peu plus, en fait, pour nous, ça fait partie aussi des déterminants sociaux de la santé. Donc, euh, donc, pour cette raison-là, on s'y intéresse. Euh, je veux aussi mentionner que l'OIQ, qui est l'ordre qui représente les infirmières, reconnaît aussi que les changements climatiques qui deviennent de plus en plus graves, ben, vont modifier aussi la pratique infirmière. Euh, il y a aussi, comme Cyril a mentionné tantôt, avec les changements climatiques, tout l'impact sur les maladies, que ce soit cardiovasculaires, respiratoires, qui deviennent de plus en plus graves. Puis, évidemment, tout cela enchaîne une surcharge de travail sur les infirmières, sur le réseau de la santé. Excusez-moi. Euh, donc, pour nous, c'est évident qu'il faut accompagner nos membres, mais également le personnel de la santé en général, à s'adapter pour qu'elles puissent faire face aux risques sanitaires causés par les changements climatiques. Une des façons de le faire, c'est en leur offrant des formations. Là, en fait, à ma connaissance, la- une des formations qui existe, je pense qu'il y en a une à l'Université Laval, mais c'est pas obligatoire. C'est une formation qui existe à laquelle les personnes peuvent s'inscrire, mais cela ne fait pas partie du cursus obligatoire, par exemple, des soins infirmiers. Donc, en le rendant obligatoire, évidemment, on arrive à conscientiser les futures infirmières, par exemple, à être plus alertes au niveau des changements climatiques, à l'impact que cela peut avoir sur leur travail futur, mais également à s'adapter et à pouvoir faire face de la bonne manière, si je peux le dire, aux impacts des changements climatiques. Merci Myrna. Est-ce que tu pourrais peut-être juste élaborer sur justement le programme de formation que tu viens de mentionner? Par exemple, est-ce que tu sais un peu plus ce qu'il couvre concrètement? J'ai juste une petite curiosité. Comme je l'ai dit, c'est pas, c'est un cours auquel on peut s'inscrire, mais de façon, désolé, le mot m'échappe. Euh, c'est pas obligatoire. Euh, Volontaire. à option, optionnel. Voilà. C'est un cours à option, donc optionnel, puis qui couvre vraiment de façon générale, si je peux dire, les changements climatiques. Moi, personnellement, je ne l'ai pas suivi, mais je sais que c'est vraiment de façon générale, puis c'est un cours à option, donc on n'entre pas vraiment dans les détails et tout. Et je pense que c'est quelque chose qui manque vraiment à la formation de soins infirmiers pour pouvoir faire face. Puis, je vois que Patricia, je ne sais pas si tu peux dire, je pense qu'au niveau des médecins, il y a quand même un cours, mais là, je ne suis pas certaine si c'est à option ou si cela fait partie du cursus au niveau de la formation de la médecine. Ben, de plus en plus, en tout cas à l'Université de Montréal, notamment, la présidente et puis le vice-président ont beaucoup travaillé à l'inclusion dans le cursus universitaire des médecins, justement, de la santé planétaire. Il y a un module qui est en cours. Alors, de plus en plus,
ben, en fait, ça nourrit un appétit qui était déjà là, mais après ça, ça fait justement des médecins de famille, notamment, qui sont plus au fait du fait que quand, par exemple, on travaille dans un milieu, dans un quartier défavorisé, ou même un quartier, des fois, qui est gentrifié, mais qui va toujours contenir des concentrations de pauvreté, ben que, en fait, en ayant une perspective plus globale que seulement par rapport à son cabinet de médecin, par exemple, regarder où est-ce que notre milieu de pratique est situé et participer à des mobilisations citoyennes ou autres, par exemple pour l'amélioration du cadre Verdi, ben à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, puis notamment aussi à l'ACME, on a le programme Prescrit Nature, donc par lequel justement les professionnels de plus en plus, puis en fait ça nous dépasse, mais au printemps prochain, ça fera 3 ans que c'est au Québec, mais ça fait des décennies que ça existe par le monde. Le fait de dire aux gens, ben évidemment, ça prend des conditions favorables, mais de dire aux gens, ben allez passer 20 minutes dehors en nature, ça va déjà améliorer votre guérison, vos perspectives aussi, parce qu'en fait, quand on se promène dehors, on remarque des choses, on commence à le valoriser, on peut s'engager aussi, donc ça peut diminuer justement l'éco-anxiété pour transformer ça en émotion, en éco-émotion plus positive, mais aussi faire des leviers sur nos gouvernements, justement pour qu'ils fassent une prise en compte des enjeux d'aménagement, de mobilisation, mais aussi d'amélioration des soins euh, d'une manière plus holistique et complète. Mais Et je suis contente de savoir que ça se fait à tous les niveaux, en fait. puis, si je peux simplement ajouter au niveau des déterminants sociaux de la santé que je mentionnais tantôt, en fait, comme Patricia vient de dire, tu sais, dans les milieux défavorisés, euh, ben, durant des vagues de chaleur, par exemple, et tout, ben, ça les affecte un peu plus. Puis tout ça, il y a des études qui sont faites qui viennent prouver tout. Ils ont toutes ces données et tout là. Donc, c'est vraiment important pour nous d'en prendre connaissance, puis également de former les futures infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes en ce sens. Mm. Puis je rajouterai en faisant un clin d'œil à Cyril que Nature Québec a travaillé aussi au milieu en santé, en fait. Puis il y a de la littérature maintenant qui montre bien que, par exemple, quand un patient ou une patiente récupère d'une opération ou est en convalescence, bien, avoir de la vue sur de la nature, ça contribue à accélérer la guérison, améliorer la convalescence. Mais l'approche 3-30-300, dont tu pourras parler mieux, Cyril, ben ça aussi, c'est une approche qui explicite en fait que les humains, on est dans la nature, on n'est pas dans une perspective, on doit cesser en tout cas la perspective instrumentalisante de ressources naturelles qui nous sert pour vraiment se situer dans la nature et voir en fait les services écosystémiques qu'elle nous rend, mais aussi les services simplement à la santé mentale et physiologique qu'elle nous rend. Je peux ajouter quelque chose, Ariane, aussi, Oui. en plus de tout ça. On a un projet qui se développe au sein de la SPQ pour parler de chaleur intérieure. Parce qu'on parle beaucoup au niveau, lors des fortes chaleurs extrêmes, justement, l'impact au niveau de notre milieu environnant, mais moins de l'impact aussi de la chaleur intérieure, avec des populations vulnérables qui n'ont pas accès, justement, à une climatisation, que ce soit naturelle ou par des thermopompes, etc. Donc, on essaie de voir aussi auprès des organisations communautaires comment sensibiliser des populations plus vulnérables, justement, en termes de chaleur extrême à l'intérieur. Donc, on travaille avec on va travailler avec les aînés, bien entendu, et les personnes qui consomment des substances. Et donc, on se rend compte justement qu'il y a un manque de communication, justement, sur comment est-ce que les organisations communautaires peuvent justement être mieux formées et répondre justement à cette problématique-là et de faire en sorte que leur population cible puisse justement avoir accès à des milieux qui soient plus frais, mais comment est-ce qu'ils peuvent se protéger en prévention, toujours en mode prévention et pas en mode réaction, parce que c'est souvent ça qui arrive, hein. On peut avoir comme une semaine de canicule et la personne s'était préparée, c'est là qu'on a des décès. Donc, il y a aussi tous les organismes communautaires quand on parle de
de former justement ces personnes-là pour une transition environnementale juste, parce que ces personnes sont au cœur justement d'une inéquité environnementale et qui justement dans ces milieux défavorisés-là n'ont pas accès à une nature de proximité, qui sont dans des milieux asphaltés, fortement avec des îlots de chaleur et qui incluent un bâtiment qui ne soit pas assez protégé justement en termes de chaleur et qui amène des décès prématurés à cause de ça. Donc, il y a aussi toute cette transformation-là de voir comment est-ce que des organisations communautaires qui ne travaillent pas directement avec les changements climatiques, mais qui ont accès à une population vulnérable au changement climatique, doivent aussi être formées et permettre aussi de promouvoir justement leurs actions. Super. Ben, j'aime ça. Organiquement, on a abordé plein d'autres thématiques. Si je retourne à l'angle d'approche qu'on voulait avoir, on voulait parler aussi de transformation systémique dans le secteur. Donc, si on parle de transformation systémique, ça serait quoi selon vous les prochaines étapes? Qu'est-ce qui doit changer et comment? Et là, c'est en mode tour de table, donc je vous pose la question à vous quatre. Je peux me lancer comme j'ai l'impression que ça fait un moment. J'adore vous écouter en passant. Mais oui, donc c'est certain que pour une transformation systémique, et là, je rappelle que je parle d'une perspective du système international, de l'économie des soins plus large, comme étant une économie qui prend en considération le travail non rémunéré et peu rémunéré dans les divers secteurs. Et plus tôt, on mentionnait en introduction que le soin pouvait être le travail domestique, la prochaine danse non rémunérée. Donc, l'ensemble de ces dynamiques-là. Donc, je parle toujours de cette perspective-là et au niveau international. Donc, d'abord, ben, pour une transformation systémique, on parle de revaloriser l'économie des soins comme étant une solution qui est climatique. Donc, de faire ce lien-là, souvent, le travail de soins est invisibilisé, puis c'est un moteur de résilience face aux crises. Selon une étude d'Oxfam, investir seulement 2% du PIB mondial dans les infrastructures de soins pourrait générer 117 millions d'emplois dans les services publics, et tout en réduisant les inégalités de genre et la charge sur les travailleuses de soins. Donc, reconnaître les métiers de soins comme des emplois verts au Canada, concrètement, on peut penser à quoi? On peut penser au projet de loi C50, la loi canadienne sur les emplois durables. Pourquoi pas ne venir élargir la définition de ce qu'est un emploi vert, parce que pour le moment, on parle des secteurs de l'innovation, le secteur technologique, les énergies renouvelables, mais pourquoi ne pas élargir ce qu'est un emploi vert pour parler des emplois qui sont d'abord locaux, mais aussi essentiels au renforcement de la résilience des communautés face aux impacts climatiques. Et là, on touche directement les emplois de soins. Deuxième priorité clé, réformer la finance climatique et où on alloque, où on redistribue les ressources. Donc, d'abord, augmenter la part des fonds climatiques dédiés à l'adaptation et au financement de ces infrastructures là pour qu'elles deviennent résilientes au choc climatique. Et bien évidemment, promouvoir une équité fiscale pour taxer les riches pollueurs, taxer les riches industries pour venir chercher ce financement-là nécessaire à la valorisation de l'économie des soins. Une taxe de 1% sur les fortunes des milliardaires pourrait financer des systèmes de soins dans les pays les plus touchés par la crise climatique. Puis finalement, et là, je rapporte au tout début de nos discussions, on doit mettre les femmes au centre des politiques climatiques. Les femmes sont les principales travailleuses de soins, tant au niveau mondial qu'au niveau national qu'au niveau québécois. Donc, elles doivent être intégrées au processus de décision climatique. Et ça peut signifier quoi? Bien, renforcer leur participation dans les forums comme la COP, mais aussi dans les espaces décisionnels plus au niveau provincial, national, où elles peuvent directement influencer les priorités qui sont communautaires, locales. Elles connaissent le contexte, donc elles doivent être celles qui sont entendues. Puis aussi plaider pour des politiques qui viennent alléger la charge de soins. Oui, on a parlé d'infrastructures physiques, mais parler d'infrastructures qui sont sociales, qui viennent alléger la charge de soins sur les épaules des personnes directement responsables du travail de soins et les personnes qui font du travail invisible au quotidien. On sait que le travail invisible vient directement brimer le temps qu'une personne peut allouer à un travail qui est rémunéré, à ses loisirs également, à une éducation. Donc, de venir alléger et remettre sur l'État la responsabilité du bien-être commun qui lui est dû.
Donc, les 3 priorités, on parle de revaloriser l'économie des soins comme une solution climatique, réformer la finance climatique et mettre les femmes au centre des politiques climatiques. Merci. Toi, Julie, qui aimerait enchaîner. Patricia? Ben, je pense que ce que Julie, tu viens de dire, ça va de pair aussi avec une mise en valeur de ce que, un peu comme la valeur écosystémique de la nature, tu sais, sans réduire la nature au service qu'elle nous rend. Je pense qu'il y a une prise en compte quand même de sa valeur monétaire qui doit être mieux mise. Puis peut-être que ça va. Je pense que c'est un des leviers, en fait, pour que les femmes soient plus à la table. Puis quand on dit plus à la table, c'est évidemment dans une perspective féministe qui conçoit les hommes et les femmes comme des partenaires qui œuvrent les deux. Par ailleurs, de manière systémique, en fait, on a une loi sur le développement durable au Québec, mais dans les faits, elle n'est pas encore, impactante. Par exemple, quand je regarde dans les 2 dernières années, on a été interpellés parce que les gens de certaines régions au Québec s'apercevaient que, par exemple, il y a une école ou un journaliste qui s'aperçoit qu'il y a une garderie qui va être développée près d'un accès autoroutier. Souvent, c'est parce que les villes, ce sont les terrains dont elles peuvent se départir sans trop d'impact financier, alors qu'elles manquent cruellement de fonds, mais pourtant qu'elles ont de plus en plus d'enjeux à gérer. Et puis, je regarde, par exemple, à Sainte-Julie, ça donne des situations où est-ce que, en fait, l'actualité nous permet de voir le fouillis que ça donne, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation qui a décidé ça, qui en a parlé au ministère des Transports, mais ils n'ont pas pensé d'en parler à l'environnement. Puis de toute façon, l'environnement est un petit peu à la remorque parce que c'est quand même un petit ministère, malheureusement. Alors, il n'y a pas vraiment de réalisation vraiment optimale de la loi sur le développement durable, où est-ce que vraiment l'appareil public étatique prendrait vraiment à cœur les 3 piliers du développement durable à part égale et non pas en privilégiant malheureusement trop souvent l'économie d'avant. On a l'impression d'une table dont une patte retrousse toujours plus que les autres, puis le social, puis l'environnemental suit, puis là-dedans, il y a la santé. Alors, ça reste à faire. Puis comme Cyril le disait, ben, c'est un travail constant d'interpellation que nos organisations font. Mais de plus en plus, je pense que les institutions vont, puis c'est heureux, par les professionnels de la santé eux-mêmes, ils vont être interpellés pour que ça soit plus cohérent. Parce que s'il y a quelque chose de démobilisant, actuellement en lien avec la fatigue climatique que Cyril mentionnait tantôt, c'est quand, par exemple, semaine après semaine, on se fait dire par les médias qui font leur travail qu'on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'est fixés en termes de réduction de gaz à effet de serre. On a besoin d'entendre parler des bonnes nouvelles, mais on a besoin aussi qu'il y ait des mesures courageuses, parce qu'on a fait le plus facile, qui soient mises en place pour qu'il y ait des changements qui ne soient pas mis de l'avant comme des sacrifices, mais comme aussi des générateurs de co-bénéfices, même si c'est évidemment difficile de changer des habitudes et même si c'est évidemment difficile de changer des habitudes au niveau de l'appareil étatique et des organisations aussi. Ouais, je peux peut-être rebondir dans la transformation systémique. Je dirais que en ce moment, on est dans un mode d'épuisement de nos ressources, là. On est dans la surconsommation et la pression qui est exercée sur la nature dépasse sa capacité de régénération en ce moment. Et c'est l'équivalent aujourd'hui qu'on observe dans le réseau de la santé aussi, étant donné, comme on l'a dit, que les changements climatiques exacerbent toute la pression au niveau des différentes maladies, ben, ça a aussi une pression sur le réseau de la santé, qui aura aussi une capacité moindre à prendre soin, justement. Donc, tout est dans tout, hein, comme on dit souvent, cette fabuleuse expression. Et dans la transformation systémique de tout ça, on le dit souvent depuis plusieurs années dans le milieu environnemental, c'est d'arrêter de positionner l'humain comme en dehors de l'écosystème naturel. De faire prendre conscience qu'on fait partie de nous-mêmes intégrantes de l'écosystème naturel
Et peut-être aussi de prendre conscience que l'humain a tendance à protéger ce qui lui est utile. Donc l'aspect utilitaire, là, dans la conscience morale d'acquérir un bien ou d'acquérir la nature, c'est toujours je vais protéger ce qui m'est utile personnellement. Alors que je pense qu'on a dans l'économie de soins, justement, le care, c'est essayer d'amener justement cette conscientisation-là que protéger, c'est par valeur, c'est par choix, mais aussi par amour là-dedans. Lorsqu'on parle du care, c'est finalement, c'est le cœur de l'humanité là-dedans. Et je pense qu'on ne met pas assez l'emphase là-dessus, compte tenu d'un contexte géopolitique très difficile où les personnes, justement, vont se sentir un petit peu démoralisées, on va se le dire. Je pense que nous-mêmes, dans le milieu, il y a encore une semaine, on a eu un certain déni, colère. Veut pas, ça a créé un engouement encore plus vers une fatigue émotionnelle là-dedans. Donc, euh, remettre l'aspect justement autour des valeurs, donner un sens à son implication, donc se sentir proche de la nature et aussi la nature de la cibler aussi comme un service public. On parle beaucoup de services publics monétaires ou les infrastructures, mais la nature et notre propre service qui nous rend public, qui on dit que ça a une valeur inestimable, mais quand on a dit la valeur est estimée. Donc, on sait que ça apporte des économies. Autant qu'elle est inestimable, elle est estimable aussi. Et aussi de revoir notre modèle économique. C'est sûr que lorsqu'on parle que, justement, je vais déménager dans un pays où le PIB est fort, mais ça n'enlève pas les problématiques d'accès à des soins de santé, justement, qui vont aussi établir une justice, équité envers tout le monde. Donc, le PIB, avoir de nouveaux indicateurs, des nouveaux indicateurs de bien-être, des indicateurs quand on parle de réduction de la maladie, de savoir est-ce que le gouvernement fait sa juste part pour faire en sorte qu'il mise davantage d'investissements pour réduire la maladie. Donc, d'être pas tout le temps en mode curatif, mais donc dans la prévention, dans l'adaptation au changement climatique. Donc, il va falloir aussi revoir cette façon-là de communiquer les changements climatiques. Comment se fait-il qu'encore que dans les publicités à la télé, on voit encore de la publicité autour des énergies fossiles, des voitures, des VUS qu'on sait qui émettent beaucoup plus de GES au niveau sécurité routière. Donc, de revoir aussi comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on le lobby automobile, justement, prend énormément de place et qui fait la promotion de la surconsommation, de toujours avoir besoin de plus. Et ça m'amène on parle beaucoup de décroissance, mais aussi de ralentissement. Comment est-ce qu'on peut ralentir notre mode de vie et d'essayer d'amener un nouveau vocabulaire auprès des gens qui vont voir la décroissance comme uniquement je vais te retirer de l'argent, alors que lorsqu'on amène des mots post-croissance ou un modèle post-croissance ou un mode de ralentissement autour des bénéfices sur la santé, sur le temps qu'on va passer plus en famille, ce que ça va nous procurer au niveau de notre bien-être, ça, des avantages concrets qui pourraient justement apporter un changement de comportement aussi dans la société. Oui, l'économie du beigne. Tout à fait, Julie, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en plus. Je te laisserai en parler si tu veux. Ah, désolé, ouais, je voulais pas interrompre la discussion. On parlait des modèles de décroissance, donc des alternatives, puis l'économie du beigne, ben, c'en est une alternative qui nous permet à la fois d'identifier les limites planétaires et aussi le plancher social, donc ce qui est nécessaire. Puis comment on fait pour coexister entre ces limites-là et ce plancher-là. Puis il y a une belle modélisation là, qui existe en ligne. J'ai mis le lien là, juste là, si jamais ça vous intéresse. Mais il y a des alternatives qui existent. Là. C'est le point à travers tout ça qu'on parle d'économie des soins, de décroissance, d'économie du beigne. Je veux dire, ce sont tous des alternatives qui existent actuellement. Donc, d'être découragé, c'est comprenable, mais de dire qu'il n'y a pas de solution, il faut qu'on continue la discussion parce qu'il y en a. Puis j'ajouterais en fait qu'effectivement, on a tous passé une mauvaise journée le 6 novembre dernier, mais en même temps, j'ai mis dans le cavardage, moi aussi, un article du Devoir qui fait état d'un sondage qui a été révélé lors du dernier rendez-vous annuel des communicateurs climatiques, puis qui montrait en fait qu'il y a plus de gens
qu'on pense, qui s'intéressent toujours à l'environnement puis aux enjeux climatiques et que souvent, en fait, la proximité, notre pouvoir en tant que leader d'influence dans nos réseaux, ben, c'est quelque chose qui peut être très puissant, plus puissant qu'on pense, en fait, parce que souvent, il y a un effet de silence, là, un effet de spirale du silence un peu, parce que, par exemple, on se dit, la prochaine administration américaine va être comme ça, puis il y a des climato-sceptiques qui se font très bruyants, je ne veux pas me faire attaquer, mais en fait, en parlant autour, des fois, on libère la parole, puis les gens, en fait, tissent des liens, tissent des mobilisations. Et puis, en fait, je pense que c'est ce qui va nous garder debout pendant les 4 prochaines années, mais il y a déjà beaucoup à faire dans les 2 prochaines années pour ne pas perdre le nord. Et puis surtout, se rappeler en fait que c'est ça, souvent la meilleure personne pour, par exemple, on se rend compte que dans le milieu de la santé, la meilleure personne pour convaincre des médecins, ce sont des médecins dans nos réseaux aussi. Souvent, notre impact comme membre de famille, de réseau d'amis, c'est plus grand qu'on pense. Et puis, à ce moment-là aussi, d'élargir les préoccupations, ben, mais toujours en ne perdant pas espoir, en fait, que les mobilisations sociales, les pressions sur le gouvernement, ça a des effets. Puis, il faut pas se laisser décourager, même si, évidemment, l'action climatique, ben, ça se fait dans le temps long. Alors, c'est normal d'être fatigué, mais il faut se reposer puis se relever. Je ne sais pas si je peux ajouter de mon côté. En fait, pour moi, je pense que ce qui doit changer essentiellement, c'est la volonté politique de nos gouvernements aussi. Parce que ben, s'il y a la volonté politique, ben, il y aura plus de mesures en prévention des changements climatiques et de ses impacts sur le réseau de la santé. Également, s'il y a volonté politique, en fait, comme Patricia a mentionné, on a une loi en environnement ici au Québec. Par contre, je pense de mémoire, c'est soit dans cette c'est pas dans la loi, mais c'est dans une des politiques de l'environnement où on prévoit des comités paritaires. Donc, dans les établissements de santé, des comités paritaires où les employés avec l'employeur peuvent voir ensemble sur des projets en environnement à mettre en place au sein de l'établissement. Par contre, ces comités paritaires, malheureusement, n'existent pas dans tous les établissements. Il y a des établissements où ils ont été mis en place, mais il y a plein d'autres où ils n'ont pas été mis en place, soit par manque de volonté de l'établissement ou parce que l'établissement a d'autres priorités. Si je peux mentionner aussi, ben, il faut avoir, en fait, à part la formation dont je parlais tantôt, donc l'ajout d'un cours dans la formation infirmière, par exemple, à part ça, on a besoin d'éduquer les gens. On a besoin d'éduquer, en fait, nous, en tant qu'organisation syndicale, on a besoin d'éduquer également nos membres sur l'importance de s'intéresser au changement climatique et aux impacts que cela va avoir. C'est pas peut avoir, c'est va avoir sur leurs conditions de travail. Puis de ce côté-là, on a vraiment du travail à faire parce que malheureusement, les gens ne voient pas euh, l'urgence de tout cela. Puis peut-être c'est à cause d'une fatigue climatique, des mobilisations dans la société en général, mais c'est un enjeu sur lequel il faut se pencher, je pense. Mais je pense, je veux juste rappeler en fait que souvent la santé, c'est un des thèmes, un des sujets qui permet de réduire la distance psychologique des enjeux climatiques. Alors souvent, simplement, vous en avez probablement fait l'expérience aussi, là, mais moi, dans ma famille aussi, des fois, je me dis, bon, aujourd'hui, on ne travaille pas, c'est un souper de famille, mais les sujets reviennent. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? On t'a vu
On t'a lu, on a lu ce que ça fait. Puis des fois, en fait, par la bande, un petit peu en lien avec la spirale du silence, les gens veulent s'informer, ils veulent pas avoir l'air trop pas experts, mais il y a une conversation qui s'établit. Puis souvent, en fait, quand les gens évidemment, tout le monde se préoccupe de sa santé, puis souvent, en fait, ça suit de pas très longtemps après qu'il y a une prise en compte aussi de l'importance de l'environnement qui est étroitement liée à la santé humaine, puis la conversation peut se poursuivre. Puis, je vais quand même dire, c'est aussi beaucoup ça qu'on veut faire avec Fleur de Sage, c'est créer des espaces pour se donner le droit d'avoir ces grandes conversations-là, parce que oui, parfois ça arrive impromptu dans un souper de famille, mais il y a aussi des contextes familiaux qui ne permettent pas ce genre de conversation-là. Fait que des fois, il faut un peu les créer, ces espaces-là, mais ma petite parenthèse. Sur ça, en fait, je nous passe à notre petite ronde de remarques finales. Donc, un petit 1 minute chaque, si vous voulez glisser un dernier truc que vous n'avez pas eu le temps de mentionner dans la discussion ou autre forme de parole sage pour l'avenir sur le sujet. Donc, je vous laisse choisir qui débute. Ben, moi, je veux bien ajouter, j'ai déjà épuisé mes paroles sages juste avant, que je voulais mettre dans ma remarque. Je sais que ça allait bien avec la continuité de la chose. Mais la remarque, peut-être que j'aime un peu moins parler, c'est que il y a des opportunités toujours et toujours pour faire avancer la cause des enjeux santé, climat et d'économie de soins. Et juste pour reprendre un petit peu le lead au niveau de la COP actuelle, au niveau fédéral comme provincial, il y a des opportunités. On sait qu'au niveau fédéral, c'est ce que va porter le Canada, mais il faut absolument tout d'abord continuer à mobiliser des financements conséquents à tous les niveaux et de regarder, de remettre aussi une balance aussi équitable entre le financement en termes d'atténuation et d'adaptation. Là, on est beaucoup dans tout l'aspect de financer l'atténuation et on sait que il peut avoir du lobby avec même l'atténuation quand on parle de captage de carbone, etc. Donc, il faut aussi rediriger aussi le financement au niveau d'adaptation, garantir aussi la cohérence des actions entre les discours et les actes, bien entendu, c'est toujours important. Il y a eu l'année dernière donc cette fameuse déclaration qui a été portée par la majorité des pays membres de l'ONU. Maintenant, ce qu'on s'attend, c'est d'avoir une feuille de route qui soit claire et qui ait aussi une intégration. On en a parlé tantôt, je lis l'intégration de la santé dans les contributions déterminées au niveau national. Ça va être important, d'autant plus que le Canada va présider le prochain G7 et qui arrive au même moment. Donc, on va aussi voir ce leadership ou pas du Canada en termes des enjeux santé-climat. Et bien sûr, ce qu'a mentionné le Lancet Countdown au niveau Canada, c'est d'investir rapidement dans des systèmes de santé résilients et adaptables. Comment ça se passe au Québec là-dedans? Ben, c'est continuer à tenir nos engagements pour un système de santé qui soit carboneutre d'ici 2040. Profiter aussi d'une annonce qui a été faite il y a 2 semaines avec le ministre de la Santé, M. Dubé, de se prévaloir d'une stratégie de prévention 2.0, donc de profiter de cette stratégie nationale-là au printemps prochain, d'inclure les enjeux de changement climatique, d'action climatique, qui pourrait bien sûr avoir même une suite sur une réforme possible sur la santé publique qui permettrait d'inclure les changements climatiques, parce en ce moment, il n'y a aucune mention justement des changements climatiques. Il y a les opportunités avec le nouveau programme de prévention, de prévention, la PGPS aussi, de faire mention de l'action climatique, de la carboneutralité. On a Santé Québec qui s'en vient le 1er décembre aussi. Ça va être aussi, en vertu de la loi, il doit déposer son plan d'action développement durable. Donc, encore aussi, une opportunité d'être plus ambitieux encore pour atteindre nos cibles de carboneutralité et autres aspects pour prévenir justement cette vulnérabilité de nos établissements de santé pour mieux faire face au changement climatique et permettre d'offrir des soins de qualité. Voilà, je voulais juste rajouter cette grande remarque qu'il y a des opportunités, qu'il ne faut pas, je pense, se laisser abattre par rapport à ce qui se passe et que même s'il y a toujours plus de place, j'ai l'impression, au climato-sceptisme, ce qui fait notre force, comme communauté, c'est qu'on est une communauté qui est grandissante dans plusieurs secteurs
Et je sais on est capable de franchir justement cet aveuglement par la colère et de continuer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire de mieux. Prendre soin de qui on aime, prendre soin de notre nature, de notre entourage et de notre santé. C'est terrible. Je vois que ton micro est ouvert, Patricia. Est-ce que tu voudrais enchaîner? Ben, moi, ce sur quoi je reviendrai, j'ai beaucoup parlé de santé-environnement, mais ça va évidemment avec la justice puis l'équité. Alors, par exemple, s'intéresser, se poser des questions, se mobiliser, c'est encore mieux autour des projets qui se font dans nos communautés, de la façon, des endroits où est-ce qu'ils s'établissent. C'est déjà œuvrer justement pour une économie du soin aussi, pour essayer de ne pas contribuer à alourdir encore justement le système de santé et épuiser les gens qui y travaillent. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais l'ACME fait aussi partie de la coalition Sortons le gaz. Puis quand on parle des emplois verts puis d'une transition juste, c'est aussi de sortir de la dichotomie, par exemple, qu'on voit beaucoup en Abitibi-Témiscamingue autour de la fonderie Horn et de Glencore, parce que les gens se sentent souvent pris entre l'économie et la santé, puis la santé qui a été trop longtemps prise comme un dommage collatéral. Mais en même temps une prise d'otage, en fait, même de l'existence telle qu'on la connaît de la région. Ben, déjà, en tout cas, la mobilisation qui a cours là-bas, ben, ça fait en sorte que les gens, au moins au plan de la santé mentale, mais pourtant c'est très dur, ils se trouvent une communauté et ils cessent de souffrir chacun de manière atomisée en silence. Mais ça implique aussi de pointer le doigt et de mettre la responsabilité sur les employeurs et les opportunités dont trop souvent ils privent leurs travailleurs en leur disant, ben c'est comme ça. Il faut leur remettre aussi en face, je pense, la responsabilité qu'ils ont de contribuer à transformer les emplois actuels en emplois du futur, qui soient bons pour la santé, la planète, mais la santé également de leurs travailleurs et travailleuses. Je peux y aller, je serai très brève, là, mais oui, je suis d'accord qu'il y a des opportunités qui existent en fédéral. J'ai mentionné le projet de loi C50 au Québec. On a le plan pour une économie verte. Je veux dire, parler des sujets qui, pour l'instant, ne font pas partie des narratifs environnementaux dans ces espaces-là, c'est essentiel et c'est là que je crois que la société civile, et là, je m'adresse aussi aux gens qui sont dans la salle, on a ce devoir-là de venir construire et déconstruire les narratifs existants, de construire des narratifs pour le futur. Et là, on parlait tantôt de dichotomie. La dichotomie environnement et économie est encore très présente dans les discours politiques, est encore très présente dans, je veux dire, le gouvernement qui a été élu au sud de nous, je veux dire, et qui s'en vient potentiellement au Canada ici, on a encore ces dichotomies-là qui sont très populaires et qui vont avoir un vecteur, qui vont avoir un véhicule très puissant. Hein, on donne des plateformes à des gens climato-sceptiques qui opposent diamétralement l'économie et l'environnement. C'est aussi notre responsabilité en tant que société civile de venir déconstruire ces narratifs-là en matière d'économie des soins, de venir déconstruire les narratifs qui mettent les femmes comme principales responsables, comme principales... le travail de soins est naturellement fait par les femmes, mais comment on vient déconstruire ces normes sociales-là où on accorde et on met la charge du travail de soins sur les épaules des femmes racisées qui plus est. Donc, de venir déconstruire les narratifs, je pense que c'est aussi une opportunité qu'on doit saisir. On a, tu sais, on s'éloigne là, du narratif alarmiste. Tu sais, on sait que ça fonctionne moins bien auprès de certains publics. Là, embarquons dans la vague des narratifs qui sont positifs, des solutions. Puis, je pense qu'on en a discuté, là, je veux dire, on est tous dans ce bateau-là, je pense qu'on est tous dans la même lignée d'esprit, fait qu'on a vraiment ce devoir-là, puis je crois qu'aujourd'hui, si je peux lancer aussi une perche à la salle, de réfléchir à comment construire et déconstruire ces narratifs-là, ben, je pense que ça serait une bonne première étape. Et de mon côté, j'ajouterais les collaborations. En fait, ce qu'on fait maintenant, tu sais, on discute ensemble et tout, mais encore plus, tu sais, par exemple, nous, à la FIC, on fait partie du réseau intersyndical pour le climat, où c'est vraiment tous les syndicats ici au Québec où on s'assoit ensemble pour parler et partager des actions qu'on fait chacune de nos
organisations. Comme ça, cela permet à s'inspirer des autres, à en apprendre plus, etc. Il y a aussi, tu sais, des collaborations qu'on peut faire avec des groupes environnementaux, avec le milieu communautaire, etc. Donc, j'ajouterais aussi ça, de ne pas oublier de mettre en place des collaborations avec différentes organisations, différents secteurs pour continuer la discussion et trouver des solutions ensemble. Tout à fait, comme on dit de manière cliché, l'union fait la force. Mais déjà, merci à tous. Avant de passer aux questions du public, je vais me permettre aussi une petite, petite remarque de fin. Mais juste globalement, j'ai vraiment beaucoup adoré là, tout ce que vous avez dit là, dans le cadre de cette conversation. Là, j'aimerais le souligner aussi le fait qu'on a mentionné Prescrit Nature. Moi, c'est quand j'ai vu ça, là, quand ça a été lancé il y a quelques années, ça m'a vraiment inspiré. Puis c'est vraiment un des fondement là, de Fleur d'attache. Je l'ai moins dit dans mon introduction, mais on a beaucoup ce côté-là de reconnexion à la nature dans nos activités. Pour moi, reconstruire les narratifs, ça passe beaucoup avec la connexion à la nature, justement, le sortir du paradigme, comme c'est une affaire à défendre qui est loin de nous. Puis un mot qui n'est pas sorti pendant la discussion, mais qui, peut-être parce qu'on parle dans notre lingo de secteur public, mais on n'a pas beaucoup parlé du mot guérison. Mais j'ai l'impression que tout ce processus-là, ultimement, c'est vraiment un processus de guérison autant de nos écosystèmes que de nos communautés, que de nous. Donc, j'ai juste envie d'en donner ma petite touche communautaire, poétique, de dire, rappelons-nous que derrière la prévention de la maladie, on essaie vraiment juste de nous guérir collectivement et de s'assurer qu'on guérit nos futurs aussi. Donc, c'était mon petit ajout poétique de parole sage d'animatrice. Donc, déjà, merci encore. Donc, pour le temps qui reste, ce serait donc la période de questions au public. Donc, n'hésitez pas encore si vous voulez en écrire dans le chat ou dans la boîte de Q&A intégrée dans le Zoom. Pour l'instant, si on avait une question de Yovo Expedit Chigo qui demandait comment c'était possible de collaborer avec vos organisations parce qu'il a donc une ONG d'action climatique au Bénin. J'ai l'impression que ça s'adresserait peut-être plus à Oxfam si tu as envie de parler, Julie, un peu de comment ça fonctionne, créer ce genre de partenariat. Puis si vos autres organisations font des trucs internationaux, n'hésitez pas à ajouter. Oui, ben d'abord, super, hein. Merci d'avoir partagé le projet en quelques lignes. Là, j'ai vu rapidement le commentaire passer, mais c'est très intéressant. Puis oui, les collaborations sont possibles, les partenariats sont possibles. Par contre, je vais me situer, je suis analyste politique, donc aucunement responsable des projets internationaux et des programmes, souvent d'abord qui sont déjà prédéterminés en réponse à des appels d'offres et autres et autres. Donc, c'est un peu plus complexe au niveau tu sais, au niveau planification. Par contre, ce que je peux faire, bien évidemment, puis là, j'ai vu que tu as communiqué là, l'adresse courriel avec laquelle tu aimerais communiquer. Je peux relier les personnes ressources puis vous mettre en communication là, sans problème. Merci beaucoup, Julie. Donc, c'est ça dans la salle. N'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions pour l'ensemble des panélistes ou pour un ou une panéliste ciblée. Peut-être que ça sera ça aussi pour aujourd'hui. Je sais pas, Agathe, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'allais dire, je pense que sinon on peut conclure, là, c'est pas grave. Ça a été vraiment Parfait. une super belle conversation. Je sais pas si Ariane, tu veux faire un petit mot de la fin, et sinon je peux m'en occuper. C'est comme tu veux. T'es lancé, je te laisse le faire. Super, ben écoutez, vraiment, je tiens à remercier là, tout le monde, tous les panélistes, tous et tous les panélistes et Ariane, évidemment, pour l'animation. Ça fait vraiment un plaisir là, de vous entendre parler. Je pense que moi, j'ai beaucoup apprécié là, la complémentarité de vos interventions. Là. C'était super intéressant. Merci aussi pour tous les liens que vous avez mis dans le clavardage. Il y a beaucoup de ressources, de choses à l'explorer aussi. Donc, j'invite
gens dans la salle à aller les lire, un peu voir ce qui a été envoyé. Mais sur ce, je tiens aussi évidemment à remercier là, les personnes qui ont écouté ou qui vont écouter en rattrapage ce panel. Je tiens aussi à vous rappeler là, qu'on est lundi, mais on a des événements jusqu'à lundi prochain, incluant lundi prochain là, un événement gratuit de clôture du dialogue pour un topo des négociations à bas coût. Donc, je vous invite à aller regarder là, sur le site Internet si ça vous intéresse et à vous inscrire. Mais c'est ça, on a des événements toute la semaine, donc on vous invite à voir la programmation et vous inscrire si ça vous intéresse. Mais encore une fois, un gros merci aux participants, participantes, panélistes et animatrices. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous et toutes. Et à Merci l'organisation. beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci.